Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Thomas et je serai votre animateur durant cette conférence. Donc, nous vous remercions de vous être rendu disponible pour cette conférence de l'hiver de l'histoire-géographie. Pour le bon déroulement de la conférence, je vous demanderai d'éteindre vos caméras et vos micros afin de ne pas interrompre la conférence. Et dans un premier temps, je tiens à présenter l'association Histoire d'en parler qui a été créée en 2017 par 3 étudiants en histoire. Son but est avant tout de vulgariser l'histoire-géographie et de la rendre accessible au plus grand nombre. Pour cela, notre association s'appuie d'habitude sur 2 biais: les ateliers dans les milieux scolaires et les événements gros publics auxquels participent des professeurs et des jeunes chercheurs. À l'heure actuelle, l'association est composée d'une trentaine de bénévoles et reste ouverte à tous les passionnés d'histoire-géographie. Notre devise est l'histoire-géographie par tous et pour tous, mais depuis le début du confinement, nous avons rajouté partout car nous sommes sur Internet et notre chaîne YouTube où nous avons nos conférences en rediffusion à volonté. En lui-même, l'hiver se définit comme une série de conférences sur des thèmes d'histoire ou de géographie de différentes périodes et sur différents sujets variés et vastes. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Chloé Andrieux, chargée de recherche au CNRS au département Archéologie des Amériques. La conférence de ce soir a pour thème le collapse maya, des hypothèses, débats et malentendus sur l'abandon rapide des cités des basses-terres au XVIIIe et IXe siècle. En effet, le phénomène de l'abandon des cités mayas au 8e siècle et 9e siècle suscite la fascination et débat bien au-delà de la communauté des archéologues. Le terme, le terme lui-même est dédié, le collapse, et a même contribué à la naissance d'un genre autonomé, la collapsologie, qui cherche à comprendre, à partir des sociétés du passé, les conditions d'un possible effondrement des sociétés actuelles. Pourtant, l'enchaînement des événements, les causes et les circonstances, l'effondrement politique des basses terres mayas sont encore très discutés parmi les spécialistes de la région. Cette conférence propose de résumer les hypothèses sur la question, mais aussi de présenter les malentendus et les conséquences de l'usage de ce concept sur les Mayas actuels. À la fin de l'exposé, vous aurez évidemment la possibilité de poser des questions à notre intervenante. En attendant, je vous demanderai de garder vos caméras et micros éteints et d'utiliser le chat pour d'éventuels problèmes techniques. Sur ce, je vous souhaite une bonne conférence. Madame Andrieux, c'est à vous. Bonsoir, merci à tous d'être là. Ce que je disais à l'instant, je me fais toujours pas, bien que j'en ai maintenant l'habitude, au fait de parler toute seule devant mon écran d'ordinateur, mais je vais faire comme si je vous avais sous les yeux. Donc, je suis Chloé Andrieux, je suis archéologue et je travaille sur les Mayas. Et ce soir, j'ai choisi de vous parler de cette notion de collapse ou d'effondrement maya, qui est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est même d'ailleurs le principal le sujet quand on parle des Mayas, qui sont finalement toujours associés à cette idée qu'ils auraient disparu. On n'a pas un documentaire les concernant qui ne mentionne cet événement, généralement d'ailleurs associé à une aura de mystère. Le sujet fait d'ailleurs régulièrement partie des listes des grands mystères de l'archéologie que l'on voit souvent dans les magazines grand public. Pourtant, les connaissances sur le sujet sont presque inversement proportionnelles à sa couverture médiatique. Euh, c'est surtout un sujet qui a eu un tel impact médiatique que la notion de collapse, donc d'effondrement rapide, qui est initialement une notion qui vient du vocabulaire archéologique nord-américain, euh, elle s'est récemment imposée dans le vocabulaire français pour désigner plus généralement les dangers qu'encourent nos sociétés actuelles face au changement climatique et qui pourraient nous amener jusqu'à la disparition. Si bien qu'il y a eu pratiquement un processus d'aller-retour conceptuel, puisque ce terme qui était déjà plus ou moins satisfaisant, mais qui était en soi qu'une catégorie descriptive, est devenu une catégorie en soi, bien au-delà des études archéologiques, impliquant beaucoup plus de choses que le mot initial, en particulier un lien causal avec la destruction de l'environnement. Donc, je me propose dans cette conférence de vous faire une synthèse de ce que l'on sait sur le sujet en janvier 2021, sur l'agencement des événements qui a conduit à l'abandon d'une partie des basses-terres mayas, les hypothèses en cours et plus généralement
une réflexion sur cette notion de collapse qui est donc devenue si générale et en même temps si spécifique dans ce qu'elle implique en termes de causalité, qu'elle n'est sans doute plus très utile pour penser ce phénomène archéologique en particulier. Donc d'abord, très rapidement, puisque je vous fais un peu voyager, je vais vous présenter les Mayas. Il s'agit de sociétés donc mésoaméricaines, voici la Mésoamérique. Et au sein de la Mésoamérique, les Mayas sont encore dans cette partie-ci, dans ce qui est l'actuel sud du Mexique, le Guatemala, le Belize, le Salvador et le Honduras. Donc vous voyez, c'est un territoire extrêmement vaste, très contrasté, qu'on divise habituellement en trois régions. Les hautes terres, qui sont les zones de montagne, notamment en partie volcaniques, où l'on trouve beaucoup de minéraux qui étaient très prisés par les Mayas, notamment l'obsidienne, qui est un verre volcanique très coupant, qui était très recherché puisqu'ils n'ont pas développé de métallurgie à l'époque classique, donc ça leur servait pour couper. Les basses terres centrales, ou ici elles s'appellent basses terres du sud, qui ont aujourd'hui un couvert forestier très important et qui ont un climat semi-tropical humide, qui est un peu le berceau de la société maya. Et les basses terres du nord, beaucoup plus arides, donc il y a un climat tropical sec, et surtout où il n'y a pas de réseau hydrique apparent. Vous voyez, il n'y a pas de rivière, mais un important réseau souterrain. Alors, dans cette région, les premiers villages remontent à 1200 avant Jésus-Christ. Les découvertes récentes à Aguada Phoenix, dans le Tabasco, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'elles ont été très médiatisées il y a quelques mois, montrent qu'on a déjà des traits culturels mayas et surtout des grandes constructions monumentales entre 1000 et 800 avant Jésus-Christ. Alors, pour ce qui est de la chronologie, vous allez voir, très classiquement, on distingue un pré-classique, d'un post-classique. Le classique, qui est finalement la période dont on va parler aujourd'hui, c'est entre 250 et 950 après Jésus-Christ. On a appelé le classique, c'est pour ça qu'on l'a appelé le classique, l'apogée de la culture maya, c'est en fait surtout le moment où la culture matérielle est le plus visible, où l'organisation sociopolitique qu'ils ont eue à ce moment-là s'est traduite par la construction de villes organisées autour de pyramides, donc elle aussi très visible. Donc sans reprendre ce discours assez évolutionniste qui consiste à voir les choses en termes d'apogée et de déclin, disons que l'époque classique correspond à un moment particulièrement reconnaissable dans la culture matérielle et où les liens sociaux et de pouvoir impliquaient des productions et des échanges de richesses particulièrement visibles, où l'ostentation était de mise et qui du coup ont laissé des traces remarquables dans le registre archéologique. À cette époque dite classique, donc, les Mayas sont organisés en cités-États indépendantes, un peu sur le modèle grec, pour faire référence à des choses que vous connaissez peut-être déjà mieux, et chacune dirigée par un roi sacré en l'occurrence, et qui échangeait entre elles, faisait des mariages royaux, se faisait beaucoup la guerre, et établissait un certain nombre d'alliances qui étaient sans cesse redéfinies. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de collapse dans l'ère Maya? On se réfère au phénomène d'abandon soudain des cités des basses terres centrales à la fin de cette époque classique, donc au cours du IXe siècle, ça commence dès le 8e. C'est un phénomène qui est à la fois, vous allez voir, brutal et progressif, parce que des abandons de villes, des États qui s'effondrent, on en a connu plusieurs dans l'histoire de l'humanité. Les Mayas eux-mêmes en ont connu d'autres. Au pré-classique, on observe un certain nombre d'abandons de villes qui ont dû s'accompagner de grandes crises sociétales. Mais peut-être que ce qui rend ce collapse-là si particulier, et donc ce qui fait qu'il est un peu devenu le parangon des collapses, c'est que dans ce cas-là, dans cette région spécifique, les basses terres centrales, il n'y a pas eu de réoccupation par la suite. Et c'est sans doute là la spécificité de ce fameux collapse, puisque même quand les habitants des cités des basses terres sont partis, ils ont sans doute migré vers les régions nord et vers les montagnes que je vous montrais tout à l'heure, mais ils ne sont jamais vraiment venus réoccuper cette partie centrale ou de façon beaucoup plus sporadique. Et cette région était pourtant le berceau de la société maya aux époques antérieures.
Donc, la forêt a recouvert les villes assez vite, laissant en l'état pratiquement un instantané de ces cités au 9e siècle. Et les Espagnols, quand ils sont arrivés, se sont installés le plus loin possible des marécages des basses terres, qui ne savaient pas du tout comment cultiver et dont ils n'appréciaient pas du tout le climat. Si bien que ces villes de l'époque classique, dans cette région particulière, se sont progressivement fondues dans la jungle, où elles étaient encore connues hein, des habitants locaux, mais où elles n'ont été découvertes, entre guillemets, c'est-à-dire recensées par des Européens, qu'au XIXe siècle. Et je crois que c'est l'autre élément qui explique cette fascination pour le collapse, c'est qu'il est associé à cette image romantique de ville recouverte par la jungle, figée au IXe siècle. Et c'est effectivement quelque chose de très particulier, hein, puisque généralement, même après des guerres, même après des abandons, il y a des réoccupations. Il y a toujours l'exemple très, très célèbre de la ville de Troie en Turquie, où Schliemann n'a pas trouvé une, mais 9 villes de Troie les unes sous les autres, ou sous Paris, il y a Lutèce. Dans ce cas-là, le temps, ou en tout cas plutôt l'occupation, le gros de l'occupation humaine, se serait arrêté entre le 9e et le 10e siècle. Et une grande partie de la communauté des archéologues, depuis, se demande pourquoi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste rapidement vous présenter les méthodes dont on dispose pour étudier ce phénomène et essayer d'en comprendre les causes. La première chose à souligner, c'est qu'on a une écriture. Les Mayas avaient donc une écriture très complexe qui est en grande partie déchiffrée. On est en mesure de comprendre la majorité des textes qui nous sont parvenus. Par contre, ils sont relativement rares et surtout ne nous est parvenu qu'un seul type de discours, qui sont les textes inscrits dans la pierre, les stèles. Donc, de manière générale, la majorité des textes dont on dispose portent essentiellement sur de la propagande politique. Hein. Ce sont des stèles érigées par des rois qui célèbrent leur victoire militaire ou leur accession au trône. Donc, c'est des informations extrêmement importantes hein, qui nous permettent d'avoir une image assez précise de l'histoire événementielle, politique des rois mayas. On sait exactement que telle bataille a eu lieu le 16 janvier 378, que tel roi est mort le 26 août 683. Donc, c'est des informations assez exceptionnelles pour les archéologues, un luxe en tout cas. C'est aussi une information importante quand elle est absente, puisqu'on on s'est rendu compte que les Mayas n'érigeaient pas de stèles, enfin érigeaient des stèles que dans des moments très spécifiques, jamais après une défaite, par exemple. Donc, on peut dire que le silence des stèles a un sens aussi. Mais c'est une information qui est restreinte à la vie politique et guerrière des rois mayas. Nous avons aussi des textes sur des vases peints. Ah oui, ça c'était simplement pour vous montrer la complexité des interactions entre cités telle qu'on peut l'apercevoir à partir de l'épigraphie. C'était simplement pour vous l'illustrer. Donc on a aussi des vases peints qui sont souvent de nature mythique, comme ce fameux vase des dieux, ou politiques. C'est dans ce cas des scènes de cour qui représentent des alliances entre cités ou à l'intérieur d'une cité qui décrivent les dons ou les tributs qui ont été versés pour les sceller. Le reste, les livres, les codex, qui étaient probablement très nombreux à l'époque classique, ont tous disparu après la conquête, dans les grands autodafés organisés par les franciscains notamment. Il ne nous en reste que 3 qui correspondent au post-classique, donc l'époque postérieure à celle à l'époque qui nous intéresse, et qui sont des calendriers, des almanachs. Donc ces informations écrites, bien que trop rares à notre goût, elles sont bien sûr d'une grande importance, mais elles ne nous renseignent pas sur les événements de la toute fin du classique, parce que les Mayas ont cessé d'ériger des stèles à mesure que la crise qui nous intéresse aujourd'hui avançait. Donc on a aussi une information très importante qui provient cette fois des fouilles. Hein. L'essentiel de l'information en archéologie provient de fouilles archéologiques. Par les fouilles, on peut observer la destruction volontaire des monuments, on peut dater les constructions, les abandons, on peut essayer de modéliser la démographie, donc essayer de suivre les mouvements de population, et à partir de là, voir quelle ville a été abandonnée et quand. L'essentiel étant évidemment de dater les événements que l'on trouve en fouille.
On date essentiellement par association céramique en archéologie maya, comme souvent d'ailleurs en archéologie. Donc, c'est les changements typologiques dans les formes des vases qui sont nos meilleurs marqueurs temporels. Et on les cale dans le temps par association avec nos séquences stratigraphiques et par le carbone 14. Par manque de chance, le style des vases, enfin pas de tous les vases, mais de certains vases, évolue assez peu entre 760 et 900. Il y a des changements, mais il y a des marqueurs, mais les vases les plus communs, ceux de la vie de tous les jours, évoluent pas beaucoup, ce qui introduit un léger biais, puisqu'on pourra parfois percevoir plus finement des changements dans les structures d'élite que dans les structures du reste des habitants. Et puis un autre élément essentiel pour dater les abandons, c'est ce qu'on appelle les rituels de fermeture ou d'abandon de structure. Il se trouve que les Mayas, avant de quitter leur maison ou leur temple, pratiquaient des rituels qui consistent généralement à déposer des offrandes sur la porte, devant la porte de leur édifice ou sur les marches des escaliers pour en empêcher l'accès. Donc la présence de ces dépôts est très importante parce que ça nous indique que l'édifice n'a pas été réoccupé ensuite, puisque c'est du matériel sur les zones de passage. Donc dater ces dépôts, c'est absolument fondamental pour nous permettre de percevoir ces dynamiques d'abandon dont je vais vous parler dans un instant. Là, par exemple, vous avez un exemple à Najtoun, donc il y a une cité fouillée par une équipe française, et vous pouvez voir voilà, les différents dépôts d'abandon, leur datation et comment on les cale ensuite voilà, pour essayer de comprendre la séquence d'abandon du site. Ensuite, on a le carbone 14, bien sûr, et puis on a toutes les données qui viennent des disciplines archéo-environnementales qui étudient les changements de la végétation et du climat à travers le temps. Alors, je ne vais pas les présenter en détail ici, mais disons qu'à travers l'étude du charbon, l'étude des pollens, des carottes que l'on fait dans les lacs, l'étude des stalagmites aussi, on peut réussir à restituer l'évolution du climat à travers les époques. La gageure, dans ces cas-là, c'est d'essayer de dater les événements que l'on perçoit. Alors, ce n'est pas le problème pour le charbon, par exemple, c'est facile avec le carbone 14, mais pour les stalagmites, qui sont des très bons indicateurs de période de sécheresse, toute la difficulté va toujours être de savoir précisément quand ont lieu ces épisodes. Donc pour ça, il faut croiser toutes les données entre elles. Donc vous l'aurez compris, c'est le cas d'ailleurs en général, la spécificité de l'archéologie, hein, c'est une discipline qui implique d'avoir recours à toutes les informations possibles, à les recouper et à les croiser entre elles pour essayer de reconstituer les événements qui nous intéressent. Donc les événements, j'y viens, donc en croisant toutes ces données, on peut distinguer plusieurs périodes dans la succession des événements. Une première qui correspondrait à une période entre 750, 760 et 810. Il semble que l'instabilité politique était déjà assez forte dès le début du 8e siècle. Hein. Les guerres étaient de plus en plus fréquentes. En particulier, elles étaient accélérées par la compétition entre deux alliances de cités qui a dominé l'ensemble de la géopolitique des basses-terres durant une partie du classique, avec d'un côté Tikal et ses alliés, et de l'autre côté Calakmul et les siens. Et cette compétition, un peu comme celle entre Sparte et Athènes, pour continuer la comparaison avec les Grecs, a régi la plupart des guerres entre le 6e et le 8e siècle, et ça a sans doute fini par épuiser les deux superpuissances, comme on les appelle parfois. Donc en 736, on sait que Tikal a mené une campagne victorieuse sur Calakmul et que cette dernière victoire a eu effectivement pour effet de fragiliser l'ensemble des alliés de cette dernière qui ont cessé d'ériger des monuments pendant de nombreuses années suite à ça, sans pour autant abandonner leur ville. Les abandons de cités commencent cependant assez peu de temps après, 30 ans exactement. Ils suivent une séquence que l'on connaît bien puisqu'ils sont tenus dans une région qui a été très étudiée archéologiquement depuis près de 40 ans, qu'on appelle le Petesh Batoun, qui se trouve par là. Et la première ville à être abandonnée, qui ouvre la séquence de ces abandons, c'est Dos Pilas, que vous voyez ici, qui est détruite en 761 suite à une guerre avec son vassal Tamarindito. Alors en soi, une guerre entre deux cités, ce n'est pas quelque chose de très nouveau sous le ciel maya, mais là, il s'est passé quelque chose visiblement de particulier.
puisqu'il se trouve que les guerres classiques, enfin, à l'époque classique, n'étaient pas des guerres de conquête. Elles ne se traduisent pas par le siège d'une cité, ni par sa conquête, assez rarement même par la chute du dirigeant. C'était sans doute des guerres assez ritualisées qui se traduisent par la prise de captifs et par l'établissement de réseaux d'alliances qui étaient donc sans cesse redéfinis. Mais là, c'est différent. Les grandes fouilles menées par Arthur Desmarest dans ce site ont montré une série de remparts et de constructions défensives qui ont été construites à la hâte. Donc on voit qu'il y a une intrusion soudaine à laquelle la population n'était pas préparée et surtout un type de guerre différent. Les fouilles ont montré que la population s'était regroupée dans le cœur civico-cérémoniel, donc c'est quelque chose d'inédit. L'escalier hiéroglyphique et les temples sont déconstruits pour récupérer les pierres de taille, pour construire des murs tout autour du site. La ville est abandonnée, ou presque, puisque les fouilles ont montré qu'il reste une population résiduelle qui correspond à 10% à peu près de la population antérieure. Les élites sont sans doute allées se réfugier dans des villes voisines, et voilà, pour ce que l'on en sait à partir des fouilles. Donc la chute de Dos Pilas est très importante, d'abord parce que c'est la première, mais aussi parce qu'elle modifie considérablement les rapports de force dans la région, dans le Pétèche Batoun. La région se balkanise encore davantage, elle se divise en de très nombreux petits États. Chacune de ces micro-entités se lance à son tour dans des guerres, ce qui a pour effet de les multiplier encore. Donc la chute de Dos Pilas entraîne un système de guerre endémique entre toutes ces cités devenues indépendantes, elles-mêmes en quête de prestige et de pouvoir. Et les fouilles dans la région montrent que tous les sites alentours se barricadent. Toute l'image n'est pas apparue, mais voilà, ça c'est des relevés de barricades des villages alentours de Dos Pilas. Ils ont tous érigé des murs de palissades, indiquant que ce nouveau système de guerre s'est généralisé. Autour de 800 après Jésus-Christ, on observe la même chose dans une autre cité, toujours dans la même région, qui s'appelle Cancouen. Et là, on a des traces de massacres à côté du palais royal, que vous voyez ici. On a une famille entière, sans doute la famille royale, qui a été massacrée et jetée dans la réserve d'eau du palais royal. Les fouilles ont montré aussi la présence de corps sans sépulture, donc c'est quelque chose de totalement inédit. La ville a été totalement abandonnée et pour le coup jamais réoccupée ensuite. Quelques années plus tard, à Aguateca, sans doute autour de 810, donc c'est encore une ville à proximité, on se rend compte que les fouilles par Inomata et son équipe ont montré que la ville avait été fortifiée de part et d'autre d'une faille naturelle qui se trouve sur le site. Et ces protections n'ont, là encore, pas servi à grand-chose, puisque le site a été entièrement brûlé. Et là, c'est un site extrêmement important pour nous, les archéologues, puisqu'ils ont fait des fouilles extrêmement fines qui permettent véritablement d'avoir un instantané de la vie quotidienne dans une ville maya, puisque les gens sont partis en laissant tout chez eux. Donc, on a pratiquement un instantané des maisons à un moment donné. Suite à cela, la région est abandonnée, mise à sac et ne sera plus jamais réoccupée, ou alors de façon très ponctuelle. Et cet événement, qui est d'abord pourtant régional, a sans doute eu des conséquences directes en aval de la rivière, donc voilà la région dont je vous parlais à l'instant, puisque plus haut, le long de la rivière, vers 810 toujours, les dynasties tombent à leur tour. Alors, même si les villes, dans ces cas-là, n'ont pas été tout de suite dépeuplées, même si les populations n'ont pas migré massivement tout de suite, les effondrements dynastiques ont certainement perturbé les capacités commerciales, les alliances, les hiérarchies, et ça a mené à moyen terme à l'abandon de ces cités aussi au cours du IXe siècle. Donc, ce qui s'est passé dans le Pétèche Batoun entre 760 et 810 initie une séquence d'abandon qui se propage ensuite dans les basses terres. Pourtant, au même moment, il semblerait qu'aucune des autres régions n'ait connu les mêmes processus. Et c'est ça qu'il faut souligner, c'est que c'est quelque chose d'assez graduel quand on prend en compte l'ensemble de l'ère maya. Donc, je vous parlais en fait de cette région, et vous voyez que cette région-là, par exemple,
Parmi ces sites-là, on observe au contraire une explosion de construction monumentale. À Calakmul, ces sites voisins, voilà, il y a encore une occupation très importante. Tikal se lance dans la construction d'un nouveau temple, qui est bien daté, là encore, avec une stèle autour de 810. Au nord, les sites gagnent au contraire de l'ampleur, ils grossissent. Et puis on a même certains sites comme Nakoum qui se lance dans des énormes travaux de réfection de son palais autour de 830. Donc vous voyez que toutes les régions ne sont pas affectées au même moment de la même manière. Par contre, on perçoit bien des changements assez nets, même dans ces régions-là. En particulier, on voit apparaître un phénomène nouveau qui est que les centres secondaires, les petites cités, se mettent à ériger davantage de stèles que les grandes capitales. Et elles érigent des stèles pour marquer des alliances avec d'autres centres secondaires. Et cette donnée pourrait indiquer un processus de redéfinition des alliances et de la géopolitique euh, régionale. Et c'est quelque chose qui apparaît, cette tentative des élites d'essayer de faire face au changement politique, apparaît aussi dans les échanges à longue distance. Et ça semble aussi indiquer que les élites des centres secondaires, en tout cas, tentent de réorganiser des nouveaux réseaux et des alliances en fonction d'une nouvelle carte géopolitique qui est en train de se redessiner à cette époque-là. En particulier, c'est quelque chose que l'on peut voir avec l'obsidienne, qui est ce verre volcanique dont je vous parlais au tout début de la présentation, qui est importé donc depuis les hautes terres du Guatemala et qui est un très bon marqueur pour suivre les échanges, puisque c'est une roche qui a une composition chimique très facile à déterminer. Donc on peut savoir exactement d'où elle vient quand on en trouve. Or, l'étude de l'obsidienne montre justement que dans les sites qui ont conservé une population résidente après 810, on observe une tendance à une distribution plus large de l'obsidienne importée depuis les hautes terres du Guatemala et en plus grande quantité. Donc il y a une augmentation pratiquement des échanges malgré cette crise généralisée. On observe aussi des changements assez drastiques dans l'origine des obsidiennes importées, ce qui confirmerait là encore l'hypothèse d'une redéfinition des routes d'échange. En particulier, on voit apparaître une route maritime. Alors, je ne sais pas si on voit bien là, mais voilà, ça, c'est les 3 gisements principaux d'obsidienne qui sont marqués par voilà, un carré, un rond, une étoile. Et on voit se développer la distribution de cette étoile verte qui est diffusée essentiellement le long des côtes. Donc ça montrerait qu'il y a un développement d'une route maritime qui correspond en plus à une source qui n'était pratiquement pas distribuée aux époques antérieures. On s'aperçoit aussi que l'obsidienne des hauts plateaux mexicains, donc qui provient de bien plus loin, on sort de l'ère Maya que le Guatemala, devient aussi plus fréquente dans l'ère Maya, plus largement distribuée, et là encore sur les côtes. Donc là encore, ça semble indiquer le développement de réseaux maritimes à partir du 9e siècle. Donc ces changements indiquent un changement majeur dans le système de distribution des échanges d'obsidienne et plus généralement dans les routes d'échange. On observe aussi des changements dans la culture matérielle. En particulier, on voit apparaître des récipients céramiques qui sont importés de plusieurs régions, qui sont des pâtes fines, et qui sont de façon intéressante, qui ont une distribution beaucoup plus large que ne l'avaient les céramiques importées aux époques antérieures, qui étaient restreintes au contexte de l'élite. Là, disons qu'elles sont un peu plus largement distribuées socialement. Voilà, ça c'est 3 types de céramiques voilà, qui viennent de cette région, que l'on voit arriver là aussi, notamment par les côtes. Donc, c'est des changements qui impliquent encore une fois une restructuration et un élargissement des interactions sociales sur de longues distances et des relations commerciales. C'est des échanges sur des centaines de kilomètres qui impliquent que les élites de différents sites concluent des alliances en essayant sans doute d'éviter les anciens réseaux et en essayant de renégocier de nouvelles routes. Alors, leurs modalités et leurs étendues spatiales sont encore à étudier, ça c'est encore des pistes pour l'avenir, mais ça nous permettra vraiment de comprendre la manière avec laquelle ces basses terres se réorganisent à cette époque. Alors s'ensuit ensuite une autre phase qu'on peut dater entre 830 et 870, pendant laquelle le nombre de sites qui consacrent encore des stèles et des autels reste relativement stable, mais le nombre de monuments bruts diminue.
Et là encore, on continue à voir ce phénomène dont je parlais tout à l'heure, cette tendance à la décentralisation que l'on observe dès la fin du 8e siècle, qui veut que la plupart des monuments, 65% pour être exact, des monuments post-830 sont érigés dans des centres de deuxième ou de troisième catégorie, donc des centres mineurs, et 40% d'entre eux sont érigés dans des sites qui n'avaient pas de stèles auparavant. Donc, c'est les petits sites qui continuent d'ériger des stèles, alors que les grandes capitales cessent de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que dans de nombreux cas, ces monuments tardifs présentent des inscriptions de mauvaise qualité, qui indiquent qu'ils n'ont pas été réalisés par les mêmes artisans royaux qu'aux époques précédentes. Donc là encore, ce changement dans la pratique d'érection des stèles reflète un changement dans les relations de pouvoir, où il semble que les petites capitales perdent de leur influence et que les petits sites tentent peut-être de tirer, les grandes capitales perdent leur influence et les petits sites tentent de tirer leur épingle du jeu. Pour autant, les grandes capitales ne restent pas les bras croisés, si je puis dire. Elles essaient de réinstaurer un ordre ancien, en quelque sorte. C'est en tout cas ce que nous indique l'épigraphie, et en particulier un événement qui se tient à Ceibal en 849. Donc voilà, Ceibal, qui se trouve dans pourtant la première région à avoir été abandonnée, et qui se trouve être l'une des rares villes occidentales à rester peuplée à cette époque-là. Et on sait par l'épigraphie que s'y est tenue une cérémonie très intéressante, puisqu'elle montre ces tentatives faites pour essayer de rétablir un ordre dynastique ancien. Donc l'épigraphie montre que cette cérémonie s'est tenue à la fin d'un cycle calendaire, le premier Katoun du Baktoun 10, sur une place spécialement conçue, avec voilà, une plateforme radiale qui d'ailleurs préfigure un peu l'architecture du post-classique, autour de laquelle se trouvent 4 stèles et une stèle en haut. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les inscriptions sur ces stèles qui indiquent que le souverain de Ceibal accomplissait des rites avec l'aide de dirigeants issus d'autres grandes capitales spécialement réunies pour l'occasion. C'est donc un événement pan-maya, et ça c'est un fait assez exceptionnel pour être souligné. Des rois qui n'étaient pas alliés, qui étaient même des ennemis historiques pour certains, se sont retrouvés pour essayer de fonder un nouveau temps, au sens propre d'ailleurs, puisque les cycles calendaires doivent être ouverts et fermés, et c'était la charge des rois de le faire. Et c'est comme ça que les rois de Tikal et de Calakmul, donc vraiment des ennemis historiques et d'autres sites, se sont retrouvés pour essayer de marquer un temps nouveau ensemble. L'iconographie royale de ces stèles est très particulière. Elle a d'ailleurs été longtemps considérée comme la preuve qu'il y avait d'une invasion de l'extérieur, parce que c'est une iconographie qui est assez distincte de l'iconographie classique royale habituelle. Maintenant qu'on sait les lire, on sait que ça n'est pas le cas, que c'est en fait un mélange d'anciennes traditions et de nouveaux standards qui montrent à la fois donc une volonté de faire perdurer le système politique de l'époque classique, et en même temps d'inclure des éléments nouveaux issus notamment du Mexique central. En particulier, on voit sur ces stèles apparaître le calendrier de Vénus et les cycles calendaires de 52 ans, qui est vraiment quelque chose du Mexique central. Donc cet événement de 849 était destiné à inaugurer un nouveau temps, littéralement, un nouveau Baktoun, avec une configuration idéalisée, hein, pour essayer de restaurer un ordre dynastique ancien, celui des grandes capitales régionales qui se trouvaient alors en grande difficulté. Pourtant, cette tentative pan-maya de rétablir un ordre politique n'a pas suffi à empêcher la fin du système de la royauté sacrée dans les Basses-Terres, puisque même si Ceibal, Calakmul, Tikal et ces sites qui sont mentionnés sur les stèles continuent à être occupés encore une cinquantaine d'années après cet événement, ils sont tous abandonnés autour de 900. Le palais de Ceibal est fermé rituellement autour de 900, on a une stèle qui le marquerait.
Calakmul dure peut-être un petit peu plus longtemps. On a voilà, des indices qui montraient peut-être une occupation jusqu'à 950. Mais quoi qu'il en soit, ces cités-là se sont graduellement dépeuplées jusqu'à être totalement vides autour de 900, 950 pour les plus tardives. On a donc un phénomène qui s'étend sur presque 200 ans, en fait, qui aboutit à l'abandon de la totalité des villes des basses-terres centrales. Par contre, les basses-terres du Nord ne connaissent pas du tout le même rythme. Pendant la période que j'essaie de vous résumer à l'instant, on observe au contraire une explosion de développement, de déconstruction, du développement de ces cités, un style architectural nouveau qu'on appelle le POUC. On voit apparaître aussi à Chichen Itza ce qu'on appelle le style international, qui est précisément un style architectural, là encore très différent du style habituel classique et qui est très influencé par le Mexique central. Les cités POUC présentent des activités de construction extrêmement intenses jusqu'en 950. Donc la concomitance entre l'abandon des cités des basses-terres centrales et l'explosion démographique dans le nord laisse penser que la main-d'œuvre pour ces programmes architecturaux a pu être fournie par des populations qui émigraient de ces basses-terres centrales. Par ailleurs, la région voit se développer sans doute des styles nouveaux de gouvernement avec la multiplication de maisons longues avec des symboles de pouvoir sur la façade que l'on appelle des maisons de conseil et qui pourraient être l'indice justement de structures de pouvoir plus partagées que les structures de la royauté sacrée. Quoi qu'il en soit, cette dynamique dans le nord de l'ère Maya ne dure pas très longtemps non plus, puisqu'il semble que la pression démographique sur cette partie nord, plus aride, hein, si vous vous rappelez la présentation du départ, les rivalités entre les cités, encore une fois, et aussi une vaste sécheresse qui a eu lieu, qu'on l'on date entre 1000 et 1050, a entraîné cette fois l'abandon de ces villes. Effectivement, à la moitié du XIe siècle, la plupart d'entre elles ont également été désertées. Cette fois-ci, par contre, la population demeure et elle construit dans cette même région nord, quelques années plus tard, les villes qui seront celles de ce qu'on appellera le post-classique. Tout comme les Hautes-Terres, la région des montagnes, hein, qui, elles, deviendront la région en fait, la plus dynamique de l'ère Maya à l'arrivée des Espagnols. Mais donc, au XIe siècle, on peut dire que c'en est fini des cités telles qu'on les connaît à l'époque classique. Donc, pour résumer cette rapide synthèse que j'ai essayé de vous faire du déroulé des événements, vous voyez bien qu'on a affaire à un phénomène qui est à la fois soudain et progressif. Soudain parce qu'au niveau local, pour autant qu'on puisse percevoir de la soudaineté en archéologie, donc c'est très, très relatif, on a effectivement l'impression d'un abandon relativement rapide à l'échelle de chaque site, et progressif parce qu'il y a un véritable effet domino avec des temporalités très différentes dans les processus observés du sud vers le nord et qui s'étalent sur 3 siècles. Pour illustrer cet effet domino, on a par exemple ce travail qui a été fait par Hébert et collègues qui montre donc, les érections des dernières dates, les dernières stèles à travers le temps sur le territoire et qui montre voilà, que ça c'est un phénomène très graduel. À chaque fois, il est important de souligner qu'il y a un décalage entre l'abandon des structures politiques et le départ des populations. Alors, c'est un décalage qu'on a parfois du mal à saisir chronologiquement, mais qui est dans la plupart des cas avéré. On aurait donc au moins 2 collapses différents, hein. Un collapse politique qui commence plus tôt à chaque fois, et un deuxième démographique qui s'étale probablement davantage dans le temps, mais qui n'en demeure pas moins très radical dans les basses-terres centrales, moins dans la région nord, et presque pas du tout sur la côte du Belize, où on a pour le coup des cités qui ne sont jamais abandonnées et qui présentent une continuité d'occupation jusque l'arrivée des Espagnols pratiquement. Et là, bon, pour illustrer, mais l'image n'est pas du tout passée, j'ai cette image donc, faite par Arthur Desmarest qui propose justement une reconstitution voilà, de cet effet domino avec une première région, la zone 1 d'abandon, une zone 2, une zone 3, 4, voilà, qui montre cet effet étalé dans le temps
des abandons de cités. Donc j'espère que j'ai réussi à vous montrer la complexité de ce phénomène qui s'étale finalement sur 3 siècles, qui comporte des dynamiques très différentes d'une région à l'autre, mais qui surtout n'est en aucun cas la fin de la civilisation maya. C'est quelque chose que l'on entend souvent, mais c'est absolument pas le cas, puisque s'ensuit déjà une période que l'on appelle le post-classique, qui est tout aussi maya que la précédente, et qui se caractérise par un certain nombre d'éléments politiques, architecturaux, économiques, que l'on voit d'ailleurs en gestation dès l'époque précédente. Je vous parlais de ces maisons longues, par exemple, c'est quelque chose que l'on retrouve ensuite très, très, très prégnant au post-classique. Donc il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas une seule cause, que tout est question d'échelle. Région par région, on a des scénarios très différents qui ont probablement tous les mêmes ingrédients, mais qui montrent à chaque fois un processus de désintégration d'une grande complexité. Bon voilà, ça m'amène du coup à la très épineuse question des causes de ce phénomène, que je ne vais évidemment pas résoudre, mais je vais essayer de vous présenter les différentes hypothèses sur la question. Avant tout, je voudrais donc réinsister sur le fait que cet effondrement n'est pas l'effondrement de la civilisation tout entière. Alors il faudrait de toute façon voir ce que l'on entend par ce terme de civilisation. En tout cas, ce qui s'effondre, ça n'est pas la langue, puisque les langues mayas sont encore parlées aujourd'hui par 5 millions d'habitants. Donc ce n'est pas la langue et qui continue encore aujourd'hui et qui continue à charrir tout ce que ça implique de catégorisation du monde. Donc, ça n'est pas non plus la culture qui existe encore, qui est encore très présente aujourd'hui, notamment grâce aux langues. Ce qui s'effondre finalement, c'est un système politique très particulier, le système politique de la royauté sacrée. Et avec lui s'effondre finalement tout ce qu'il impliquait en termes de culture matérielle, d'architecture et d'urbanisme, qui était entièrement tourné autour de la théâtralisation du pouvoir et du culte du roi. Et c'est ça finalement qui s'effondre pendant ces 300 ans. Et justement, l'une des premières hypothèses qui avait été proposée pour expliquer ce phénomène avait été celle, il y a longtemps, d'un événement révolutionnaire qui aurait opposé les populations à leurs gouvernants. Alors, allez, c'est plus du tout une hypothèse d'actualité, mais c'est pas une hypothèse totalement absurde dans la mesure où on observe effectivement un grand nombre de destructions de monuments politiques à cette époque. C'est pas pour autant une hypothèse démontrable, et puis elle est du coup petit à petit tombée dans les oubliettes. Il reste quand même qu'il y a un certain nombre d'éléments qui indiquent peut-être pas l'apparition d'une bourgeoisie, puisque c'est un terme extrêmement anachronique, mais en tout cas une multiplication des élites secondaires, non royales, une forme de balkanisation du pouvoir qui a certainement provoqué une instabilité politique majeure. Effectivement encore, on voit naître d'autres systèmes politiques après cet événement, même si on ne les connaît pas encore parfaitement, mais comme je vous disais, dans le Nord ou dans les Hautes-Terres, au post-classique, les gouvernants sont par la suite beaucoup moins représentés, ne font plus du tout l'objet d'un culte de l'ampleur de celui qu'on observe au classique. Ce sont des systèmes politiques qui reposent beaucoup plus sur les lignages et qui sont beaucoup moins centralisés qu'à l'époque intérieure. D'ailleurs, les archives du XVIe siècle, les Espagnols, nous indiquent que les rois du Nord, par exemple, à l'époque de la conquête, ne se faisaient plus appeler Curularau, qui veut dire roi sacré, qui était le terme consacré à l'époque classique, mais Xalachunic, qui veut dire le vrai homme. Donc on a un changement sémantique qui indique assez clairement le changement politique qu'il implique. Donc on ne peut pas parler de révolution, d'autant que vous avez pu voir qu'il y a autant de collapses que de cités. Mais par contre, on est aujourd'hui d'accord pour considérer qu'il y a bien des facteurs sociaux importants comme éléments de la crise, et notamment la multiplication des élites. Alors une autre hypothèse qui est maintenant un peu écartée aussi, c'est celle que j'ai mentionnée rapidement d'une invasion de gens venus du centre du Mexique. Alors celle-là, elle repose sur l'apparition de plus en plus nette, à la fin du classique, d'éléments centre-mexicains dans l'iconographie, dans l'architecture, dans la religion. Là, vous avez le fameux serpent à plumes qui est à Chichen Itza, qui est vraiment un élément centre-mexicain.
Pour l'instant, il semblerait surtout que cette influence grandissante du centre du Mexique soit le fait de changements dans les réseaux d'échange. Et c'est un phénomène qui est en fait beaucoup plus global, qui ne touche pas que l'ère Maya, mais toute la Mésoamérique, et qui a beaucoup à voir notamment avec cette apparition des routes d'échange, ce développement des routes d'échange maritimes au même moment. Mais rien ne permet de conforter l'idée d'une conquête par des envahisseurs venus du centre du Mexique. D'ailleurs, les fameuses stèles de Ceibal dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient l'un des arguments utilisés pour parler de conquête, maintenant qu'elles sont lues, on sait qu'elles représentent bien des rois sacrés mayas. Une autre hypothèse encore souvent invoquée pour expliquer le collapse, c'est celle de la multiplication des guerres. Effectivement, le registre des guerres, des conflits, tel qu'on peut le faire à partir de l'étude des stèles, c'est notamment ce qu'a fait Nicolas Grobeux, montre clairement une augmentation des conflits avant le collapse. Il semble aussi qu'on ait un changement dans la nature des guerres, dont je parlais tout à l'heure. À Guateca, à Dos Pilas, on observe une destruction, des traces d'incendie, des corps sans sépulture, donc des guerres d'une autre nature, et qui se sont effectivement traduites par l'abandon des premières cités. Donc la multiplication des guerres est certainement un facteur important, même si, comme aucune des autres causes d'ailleurs, c'est certainement pas la seule explication. Et j'en viens donc aux hypothèses les plus récentes. La première, qui est sans doute la plus médiatisée, la plus connue, qui est la cause environnementale, et qui, bon, là encore, bon, c'est sans doute beaucoup plus complexe que ce qui a été souvent écrit. La somme des recherches archéo-environnementales dans la région montre sans aucun doute qu'il y a eu un certain nombre d'épisodes de sécheresse à la fin du Classique. Mais se pose le problème de leur datation, puisque leur datation, pour le moment, ne correspondent pas exactement avec le déroulé des événements tels que je viens de vous le résumer. Alors les recherches, qu'elles viennent donc des carottes au fond des lacs ou de l'étude des spéléothermes, des stalagmites, voilà, quand on les croise, elles font tout état d'une série de sécheresses que l'on peut dater entre 820 et 930 après Jésus-Christ. S'en suivrait une période où parfois on voit au contraire une augmentation des précipitations, et ensuite une terrible période de sécheresse, cette fois très marquée, et qui aurait duré entre 1020 et 1100. Donc, c'est l'état des connaissances aujourd'hui, mais disons que l'ensemble des données convergent pour proposer cette séquence chronologique-là. Et c'est très important puisque ça implique que les changements politiques antérieurs à 810, on va dire, on a vu que c'était les premiers abandons de cités, ces événements-là ne sont a priori pas liés à des raisons climatiques. Les épisodes secs qui s'ensuivent entre 820 et 920, par contre, ont certainement aggravé une situation de crise généralisée déjà bien installée. Et ils n'ont certainement pas aidé les gouvernants à se rétablir. Enfin et surtout, la plus grave sécheresse que perçoivent tous les environnementalistes comme étant la plus longue et la plus sévère, elle correspond à la période 1020 1100, et celle-ci, pour le coup, a pu agir directement sur l'abandon des villes du Nord et de Chichen Itza dans la péninsule du Yucatan. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les crises environnementales qu'ont connues les Mayas n'ont pas eu lieu avant, en tout cas, ce ne sont pas les causes premières au phénomène d'abandon, qu'elles ont impacté différemment chaque région. Vous avez vu que c'est un territoire extrêmement vaste avec des climats assez contrastés, et surtout que c'est décidément la sécheresse du XIe siècle qui, elle, semble avoir eu un impact direct sur un abandon de site. Les autres périodes de sécheresse semblent avoir été des facteurs aggravants de crises déjà bien installées. Voilà en tout cas ce que l'on peut dire quand on essaye de corréler toutes ces données entre elles. Ce qui m'amène à la dernière hypothèse qui englobe un peu toutes les autres, qui est que c'est finalement le système des Corulajao, donc de la royauté sacrée, qui portait en lui sa propre fin. Comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui disparaît finalement? Ce qui s'effondre, c'est un système politique bien particulier,
avec tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire les tombes royales fastueuses, comme vous pouvez en voir un exemple là, les grandes constructions monumentales, et cet art au service de la légitimation de ce pouvoir à la fois cosmique et fragile, et si fragile qu'il faut en fait le réitérer sans cesse dans l'art et dans l'architecture. Et c'est d'ailleurs assez intéressant d'observer ce qui s'effondre, puisque ça permet d'observer ce qui fait système. Et ce qui s'effondre, en l'occurrence, c'est tout ce qui est lié au système politique du roi sacré. L'ensemble des monuments qui lui étaient associés, l'ensemble de la culture matérielle qui servait à asseoir sa légitimité et qui d'ailleurs a fait la célébrité des Mayas dans les plus grands musées du monde, disparaît. Mais le phénomène urbain ou la complexité politique continue bien après le collapse. La culture matérielle et l'architecture du post-classique sont effectivement peut-être un peu moins chatoyantes. Les structures domestiques ne sont plus construites en pierre, mais en structures périssables. Donc ça laisse moins de traces. Donc ça donne l'impression d'un déclin pour qui porterait un regard un peu évolutionniste sur ces sociétés. Mais si ces sociétés post-classiques ont une culture matérielle moins fastueuse, moins ostentatoire, c'est sans doute aussi parce qu'elles reposent sur des structures politiques qui ne le nécessitaient pas autant. Donc c'est la compétition et la fragilité même du système de la royauté sacrée qui impliquerait de toujours réasseoir son pouvoir et toujours le montrer pour le réasseoir, qui serait à l'origine des splendeurs de la culture matérielle de l'époque classique, de cette impression d'apogée, toute relative, parce qu'elle n'est qu'esthétique, on va dire, et de déclin quand elle prend fin. Mais ce n'est qu'une impression. Et ce système de la royauté sacrée a forcément aggravé les crises, puisque si les problèmes étaient l'intensification des guerres, les excès dans les constructions, face à une crise, pour paraphraser un collègue qui s'appelle Arthur Desmarest, les Kukularao ont réagi dans leur domaine de compétence, c'est-à-dire ils ont réagi en faisant davantage de rituels, davantage de guerres, davantage de construction, ce qui a certainement eu pour effet d'aggraver encore ces crises. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire que ce système politique-là portait en lui sa propre fin. Alors, dernière question, est-ce qu'on peut effectivement parler de collapse finalement? Ben, tout dépend donc du sens que l'on attribue à ce terme. Si on entend par ce terme un effondrement politique brutal, oui. Mais le problème, comme j'essayais de l'esquisser un peu au départ, c'est pas tant le mot initial, mais ce qu'il est devenu récemment, puisqu'il est devenu une catégorie de plus en plus généralisante. À mesure que ce mot s'est médiatisé, on va dire, le mot collapse est devenu une notion assez inquiétante qui présage la fin d'une société. En fait, il s'est vu attribuer des couches de sens progressivement. Il s'est vu passer de la notion d'effondrement politique à celui d'effondrement civilisationnel, à un discours qui est carrément celui de la disparition et qui n'a pas grand-chose à voir avec son premier usage en archéologie qui désignait plus spécifiquement les mécanismes de l'effondrement d'un État, qui en tout cas n'implique en rien la disparition des gens, ni de cet ensemble si difficile à définir qu'on appelle culture. On est donc passé d'un terme un peu technique, voilà, qui désignerait une période chronologique, à un mot qui est associé maintenant à l'idée de disparition. Et ce glissement, il est notamment dû à, pas seulement, hein, mais je pense que le premier, c'est le succès du livre de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement. C'est le premier, mais ensuite s'en est en suivi une vaste... ce concept est devenu très médiatisé. Ça, c'est le premier qui, je vous ai mis l'édition américaine, qui d'ailleurs montre un monument maya, qui a tiré cette question depuis les Mayas et d'autres sociétés vers une proposition de réflexion pour penser notre société actuelle. Or, dans ce discours-là, il y a toujours sous-jacent l'idée que les Mayas ont disparu. Le livre de Diamond, d'ailleurs, emploie souvent le terme de disparition. Or, cet usage du terme, le succès de ce discours, hein, surtout, pas seulement de ce livre, a eu par retour de balancier un impact sur les Mayas aujourd'hui, puisqu'il y a maintenant tout un discours sur la disparition des Mayas eux-mêmes. On me demande, et à mes collègues aussi, régulièrement,
pourquoi est-ce qu'ils ont disparu, où est-ce qu'ils ont disparu, qu'est-ce qui s'est passé avec les Mayas, ce qui est extrêmement grave quand on sait qu'ils représentent aujourd'hui 5 millions de locuteurs dans le monde. C'est d'autant plus surprenant que, par exemple, personne ne s'interroge sur la disparition des Grecs après la chute des cités classiques ou la disparition des Romains après la chute de l'Empire. C'est donc quelque chose de très particulier, mais qui a des conséquences que je dirais assez graves, puisqu'elles aboutissent à nier l'identité revendiquée et parlée de environ 5 millions de personnes dans le monde. Donc je pense, juste pour finir cette présentation, je soulignerais que dans cette acceptation-là, le mot collapse n'est pas adéquat pour penser les événements de la fin du classique, et qu'il serait surtout intéressant de s'interroger sur la manière avec laquelle le monde occidental est venu, à partir de cette notion de collapse, et notamment celui des Mayas, à créer quelque chose qui s'apparenterait à une sorte de fable de la société qui se détruit elle-même en détruisant son environnement, qui est une fable qui est destinée à notre monde, et pour lesquels effectivement il y aurait beaucoup de choses à penser sur la façon avec laquelle on détruit et on interagit avec notre environnement, mais qui ne tient absolument pas compte des données archéologiques, et plus grave encore, qui intègre l'idée d'une disparition des Mayas et qui donc aboutit à nier les identités revendiquées de 5 millions de personnes. Donc dans ce sens-là, il est évident pour moi que le mot collapse n'est pas heuristique pour penser cette histoire-là, en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc merci pour cette super conférence qui était très intéressante. J'ai appris, moi, à titre personnel, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, hein. C'était très sympathique. Et je tiens juste à partager à nos spectateurs un petit lien qui permet d'évaluer la conférence, hein. Vous pouvez le remplir maintenant ou après, c'est pas un souci, on le laisse assez longtemps en ligne. Et donc, on va pouvoir passer à notre partie questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main et je vous donnerai la parole, hein, pour que vous puissiez parler au micro, soit vous pouvez écrire dans notre chat de discussion et je lirai la question et nous pourrons interagir de cette manière pour le moment. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y. Ben, moi, par exemple, j'ai une question. Est-ce que les Mexicains qui venaient les Mexicains, pardon, c'est peut-être pas le terme adéquat pour l'époque, mais les personnes qui venaient des terres centrales, c'était des Mayas aussi, parce que vous avez souvent parlé des territoires centrales. Alors, tout le territoire que je vous ai montré, la carte que je vous ai montrée avec ces 3 zones, sont mayas. Enfin, parlent actuellement d'ailleurs des langues mayas. Mais ce qu'on appelle maya, c'est des cultures extrêmement diverses. Aujourd'hui, il y a 27 langues différentes. Langues mayas. D'accord. Donc, voilà, mais ce sont des langues mayas, ils font partie du monde maya. Mhm, très bien, d'accord. Donc, pour le moment, il y a pas de questions qui viennent. Ah. Comment les chercheurs ou archéologues traitent du sujet du collapse, peut-être de manière générale ou Maya, et est-ce que c'est bien vu ou mal vu de traiter de ce sujet? Ah, c'est très, très à la mode. C'est même c'est le sujet principal chez les Mayas parce que, comme je vous disais, c'est traité comme un des grands mystères de l'archéologie. C'est donc le sujet qui fait le plus vendre, qui permet du coup aussi d'avoir le plus de financement. Il y a aussi tout un cercle, pas vicieux, puisque c'est des données intéressantes, mais oui, non, c'est au contraire extrêmement médiatisé et bien vu. Le problème étant justement ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'à force de mettre l'accent sur cet événement-là, on en est venu à intégrer un discours qui est celui de la disparition et, et ça pose des questions assez graves pour les populations actuelles qui sont les premières à demander comment ça se fait qu'elles ont disparu et qu'elles sont encore là, quoi. C'est, c'est, c'est assez étonnant de penser qu'on connaît, presque tout le monde a entendu parler du collapse Maya à un moment donné. En tout cas, la question de ils ont disparu, c'est une des premières qui me vient, que les gens me posent quand je dis ce que je fais. Mais presque personne ne sait qu'il y a encore des Mayas aujourd'hui. Donc voilà, c'est un effet pervers cet accent qui a été mis sur cet événement-là. Très bien. On a un auditeur qui veut prendre la parole, je veux voir si ça va marcher.
Oui, bonjour, Clément Goulin. Je suis en M2 avec Eva Lemonnier. Moi, je travaille sur la zone Bonjour. POUC. Voilà, Oui. déjà, félicitations pour votre présentation qui était passionnante. Ensuite, j'avais une question parce que je ne suis pas forcément au courant. Effectivement, j'ai pu lire justement la semaine dernière que dans les années 30 aux États-Unis, il y a eu une période d'humidité extrême, puis de sécheresse qui a amené des grands nuages de poussière et de sable qui ont détruit toute la végétation et qui ont fait partir des Américains dans le centre des États-Unis. Est-ce qu'on aurait enfin, possiblement, ça serait ce qui aurait pu arriver dans la région POUC, justement, ce que vous le disiez tout à l'heure, avec une période d'humidité puis de sécheresse importante? Euh, pour le coup, je ne pense pas parce que ça, on pourrait le voir en coupe, en stratigraphie. On pourrait voir s'il y avait effectivement des terribles. Non, ce qu'on voit, c'est la sécheresse, là, elle ne fait pas de doute, elle est très longue, donc elle a forcément des conséquences assez graves, d'autant que vous connaissez la péninsule du Yucatan, elle est beaucoup plus sèche, donc beaucoup plus fragile, sensible à ces événements climatiques. Pour le coup, l'hypothèse climatique comme cause première, elle est plutôt acceptable dans cette région-là. Donc, c'est pas enfin, on n'a pas besoin d'avoir recours à des événements comme des nuages de poussière. Je crois que la sécheresse en soi suffirait à expliquer, à expliquer ce phénomène. Et enfin, on a une dernière question. Pensez-vous que l'effondrement de Teotihuacan est corrélé avec la chute progressive des autres cités? Alors non, chronologiquement, Teotihuacan tombe bien avant. Pareil, on ne sait pas pourquoi. Quand on ne sait pas pourquoi, souvent on dit que c'est le climat, mais c'est jamais aussi simple. Ça ne veut pas dire que le climat n'est pas une cause, hein, mais c'est jamais un facteur unicausal, on va dire. C'est jamais, en tout cas, un lien univoque, explicatif univoque. Euh, et Teotihuacan tombe bien avant, et ensuite l'ère Maya continue pendant 300 ans sans aucun problème. Donc ça n'a pas eu d'impact sur, euh, sur l'ère Maya qui est assez loin. Par contre, ça a un impact sur la région environnante de Teotihuacan. Oui. D'accord, très bien. Teotihuacan, pour ceux qui ne savent pas, se situe en fait dans l'actuelle ville de Mexico, donc ça fait loin de l'ère Maya. Mais c'est pas Tenochtitlan, le nom aussi de Mexico? Alors, Tenochtitlan, c'est la version aztèque, et Teotihuacan est un petit peu plus loin, mais Ah c'est voilà, d'accord. simplement pour situer, oui. Mais c'est bien. Tenochtitlan se trouve littéralement sous Mexico. Teotihuacan se trouve à quelques kilomètres en périphérie actuelle de la ville. D'accord, ok. Et apparemment, une dernière question, ou en tout cas une autre question. Pourquoi cet effondrement commence par la partie médiane du territoire? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas, et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'assez tôt, certaines personnes ont remis en cause l'explication climatique comme explication unique, puisque c'est en plus la région la plus humide et où il y a le plus de rivières. Euh, une possibilité, c'est que c'est justement une des zones qui était le plus habitée à cette époque-là, où il y avait le plus de cités et où les compétitions entre villes étaient les plus intenses. C'est sans doute cela, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. C'est effectivement le cœur vraiment de ce qu'était la société maya classique qui s'effondre depuis le départ. On a encore une nouvelle question qui vient d'arriver, tant mieux, c'est très bien. Merci de votre participation à tous. Pour mieux cerner l'effet des phénomènes climatiques, existe-t-il des chiffres présentant la proportion des cités abandonnées avant le premier épisode de sécheresse et donc une proportion de cités abandonnées après ce phénomène? Donc en gros, deux périodes d'abandon de cités, je pense, quelque chose comme C'est ça. intéressant. Oui, oui, ça a été fait, ça a été extrêmement étudié. Ça ne marche pas au sens où, évidemment, la majorité va tomber après, enfin, puisqu'on a un espèce de phénomène progressif domino et on a une grande partie. Je ne sais pas d'ailleurs, je réponds un peu trop vite. Je ne sais pas si la majorité tombe après, mais je pense que oui. Mais ça ne veut pas forcément dire que le lien causal direct, c'est le climat, puisque il y a quelque chose de cumulatif avec toutes ces années de crise avant et ces premiers abandons et ces mouvements de population. Mais oui, toutes les tentatives ont été faites justement de chiffrer. Je vous ai montré quelques-uns de ces diagrammes qui étaient publiés dans Science, où on essaie de corréler le nombre de monuments, la fin des dernières stèles et les phénomènes climatiques. Qu'il D'accord. y ait un lien avec le climat, personne ne le nie. Mm. C'est juste qu'en général, on fait un lien causal direct et trop rapide chronologiquement, qui fait qu'en fait, ce serait
parce que la sécheresse, que les Mayas se seraient effondrés. J'espère que vous avez compris que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a bien d'autres facteurs aussi. Mm. Et d'ailleurs, à force de... C'est l'autre un peu effet pervers, un peu pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur l'effet pervers du collapse par rapport aux Mayas eux-mêmes. L'autre effet pervers, c'est qu'on a associé les Mayas à la destruction de l'environnement, de leur environnement, ce qui se tient dans une certaine mesure à un moment donné, mais ça a fait oublier le fait que c'est aussi des sociétés qui ont su exploiter les basses terres centrales qui sont extrêmement dures, qu'on ne sait pas cultiver aujourd'hui, et qui ont su le faire suffisamment bien pour y faire vivre des villes entières extrêmement densément peuplées pendant plus de 1000 ans. Donc, ils ont aussi eu des techniques qui sera, à mon avis, très intéressant d'étudier de plus près et d'appliquer, parce qu'ils ont surtout su survivre 1000 ans dans un environnement que l'on ne sait plus exploiter. Et c'est vrai que c'est plutôt impressionnant de savoir vivre dans ce genre d'environnement. C'est plutôt difficile, c'est vrai, de nos jours, Et pour l'agriculture. cultiver les marécages en particulier, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, mais ils rendaient complètement fertiles les marécages. Et c'est quelque chose que quand les Espagnols sont arrivés, ils ne savaient pas faire, donc ils n'ont même pas vu l'intérêt de ces terres-là. Ah ben oui, pour le coup, ouais, on voit déjà les différences un peu culturelles entre deux parties du monde. Mhm. Enfin, nous avons encore une autre question. Est-ce que les prospections au lidar vous sont vraiment utiles pour comprendre ce phénomène d'extinction? Non. Alors, le LIDAR, c'est fantastique parce que ça nous donne des cartes à travers le couvert végétal. Donc, ça évite beaucoup d'heures de marche à ne rien voir en plus, parce que souvent les monticules, on ne les voit pas quand on est le nez dessus dans la forêt. Donc, c'est absolument formidable parce qu'au niveau cartographique, d'un point de vue épistémologique, je pense que ça va aussi changer des choses parce que ça nous donne une vision des villes loin des centres, alors que il y a quand même maintenant encore, même si ça tend à changer, une tendance à ne fouiller que les centres civico-cérémoniels où sont les pyramides, les choses les plus prestigieuses. Donc même quand on va voir en dehors, on part du centre civico-cérémoniel. Donc on a toujours une vision d'une ville maya qui est réduite hein, à une seule partie. Le fait d'avoir enfin le LIDAR, ça nous a donné en pleine figure des cartographies beaucoup plus complètes des villes et qui nous a montré des réseaux routiers, des champs surélevés, des choses d'une complexité qu'on soupçonnait, mais qu'on a eu enfin totalement détaillé. Par contre, le LIDAR ne date pas, c'est juste une photo du ciel d'un instantané de la totalité du palimpseste, de ce qui peut se voir depuis le ciel. Mais c'est littéralement des palimpsestes. C'est pour ça que la fouille est indispensable, parce que sans la fouille, on ne peut pas savoir de quelle époque on parle. Donc, voilà, donc sans chronologie, on ne pourra pas parler du collapse. Donc, le LIDAR, pour le coup, n'est pas très utile pour ça. D'accord, très bien. Et du coup, le lidar, c'est une genre de photo satellite qui permet de donner un premier aperçu d'une zone que vous comptez fouiller, c'est ça? Oui, mais c'est plus que ça. C'est des photos aériennes, c'est des prises de vue aériennes qui permettent en fait, par radar, de prendre des photos malgré le couvert végétal. Donc, quand on est sous la jungle, c'est absolument parfait. Ah oui, Mais, ça c'est sûr que ça doit aider, ouais. oui, récemment, de plus en plus de lidars se sont mis. Pour l'ère Maya, c'est idéal. Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, je ne vois plus de questions. Je réinvite encore une fois aux personnes qui nous regardent de remplir le questionnaire que j'ai envoyé précédemment. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. On a peut-être un nouveau message, je viens de le recevoir. Ah, on a eu un lien, d'accord, par rapport au LIDAR. D'accord, merci beaucoup. Euh, nous tenons, l'association déjà à remercier encore une fois Madame Chloé Andrieux et pour vos questions, elles ont été très nombreuses ce soir et nous vous donnons rendez-vous le jeudi 28 janvier à 18h30 pour une conférence CAPES sur le thème des frontières avec pour intervenant la professeure en géographie Amilat Zahri, Anne-Laure. Bonne soirée à tous et à toutes et au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup à tous. Au revoir, merci. Au revoir.